Tu viens limite créer Exactement. un filtre de marque. Et là, tu te dis, putain, mais on va tellement loin, finalement, dans le branding. C'est pas de la retouche vidéo, c'est un travail à part entière. Maintenant, je le vois un peu comme un peintre qui vient sublimer son tableau. Il va y avoir la retouche bateau où tu dis je rajoute un peu de luminosité pour que ça fasse propre. Et il y a la retouche où tu apportes un vrai virage couleur qui va apporter une identité à ta marque en fait. Là, Casser les croyances et les peurs autour de la retouche photo. Pour moi, c'est la commodité. Tu vois, la retouche, c'est oui, bah en fait, c'est normal, tu le fais, ça rend la photo plus stylée, mais je me dis pas ça apporte une valeur héroïste en plus. Si, ça t'apporte plus de valeur. En fait, il va y avoir une différence entre je sais pas, j'ai fait une photo IMO et j'ai rajouté un peu de luminosité et bah tu vois typiquement si tu vois un visuel pub dans le métro, bah là la retouche elle a bien limite des fois plus d'importance que la prise de vue, tu vois. Oui, donc ça dépend finalement de ce que tu entends par retouche. Et donc peut-être que tu pourrais catégoriser les différents types de retouches et celles qui ont un fort retour sur investissement peut-être. Bah en fait, c'est compliqué à catégoriser dans le sens où ça va dépendre de ce que tu vas avoir comme visuel et en fait, ça peut aller du truc très léger au truc très poussé selon plein cas de figure. Donc effectivement, on peut se dire bah dans quel cas ça va être léger, ça va être entre guillemets léger, ça va être si t'es sur un truc en mode voilà, je fais vite fait des photos juste pour un Airbnb et c'est un agent immobilier qui me paye pas ouf, bon bah je vais faire un truc propre sans plus. Ensuite, j'ai un vrai challenge avec un client où j'en sais rien, je bosse pour un resto et on est vraiment sur un resto hyper haut de gamme ou un cabinet d'avocats hyper réputé, etc. Et on doit faire des photos qui vont pas être uniquement à destination des réseaux sociaux, mais qui vont aussi servir à, j'en sais rien, à faire des publications magazines et à avoir vraiment ce besoin de crédibilité auprès de partenaires prestigieux. Bah peut-être que là, il faudra porter beaucoup plus d'attention à la retouche parce que derrière, on va se dire bon ben je sais pas, il faut pas qu'il y ait de cheveux qui partent sur le côté, faut que peut-être qu'il y aura des détails à corriger dans l'image directement, peut-être que il va y avoir un virage couleur particulier à apporter. Quand tu vois une série type Peaky Blinders, bah tu vois qu'il y a une colorimétrie hyper spécifique à cette série sur tous les épisodes, tu vois. Et du coup, tu peux reconnaître en fait quand tu vois l'épisode, tu dis ah ouais bah ça c'est Peaky Blinders, je le vois direct et pas parce que tu vois la tête des acteurs, mais parce qu'il y a cette atmosphère particulière qui est amenée par la lumière, par les couleurs, etc. Ouais, donc finalement, c'est de la reconnaissance de marque en fait. Exactement. Et en fait, il faut que tu dises que pour ta marque, tu peux faire exactement la même chose. Et donc du coup, comme je disais, il va y avoir la retouche bateau où tu dis je rajoute un peu de luminosité pour que ça fasse propre. Et il y a la retouche où tu apportes un vrai virage couleur qui va apporter une identité à ta marque en fait. Je me permets d'intervenir, les meufs. Je pense que peut-être ce qui t'a induit en erreur, toi, Morgane, c'est le mot retouche. Parce que quand on dit le mot, t'entends le mot retouche pour toi, c'est léger, en fait. Quand on entend une petite retouche, pour nous, c'est léger. Alors qu'en réalité, là, moi, je pense qu'on pourrait plus parler de filtre ou de transformation, un petit peu comme quand on va maquiller, tu vois, des acteurs qui vont monter sur scène, tu vois, je sais pas, les patineurs artistiques, tu vois, le maquillage, il est hyper exagéré, mais c'est pour que le public de loin puisse vraiment identifier, reconnaître différents personnages, des choses. Et il y a un truc qui est exagéré, voilà. C'est pas de la retouche, en fait. C'est vraiment du maquillage. Donc, il y a plusieurs niveaux dans la retouche, quoi. T'as la retouche technique et finalement, t'as la retouche créative où tu viens limite créer un filtre de marque. Et là, tu te dis, putain, mais on va tellement loin, finalement, dans le branding. C'est pour ça que dans la photo, on appelle ça aussi la post-prod. Parce que tu vois, la post-production, il y a ce côté, ok, il y a la production, j'ai fait la photo, et ensuite, il y a la post-production qui est, du coup, une vraie production que je ramène par-dessus, tu vois. C'est comme dans le cinéma ou dans les séries, comme tu viens d'en parler, Mathilda, Peaky Blinders ou tant d'autres. C'est pas de la retouche vidéo, c'est un travail à part entière. Moi, je peux aussi faire le parallèle avec la musique. Tu vas je peux t'enregistrer une petite guitare comme ça, et tu vas voir que je vais mettre tellement d'effets dessus, à la fin, tu vas te dire, mais c'est un nouvel instrument, ça n'a rien à voir. Mais alors qu'à la base, la source, tu vois, la matière première, c'est juste une guitare. Et à la base, on dirait un truc, musique de film de ouf, quoi. Tu vois. Guitare du turfu. En fait, on l'utilise pas trop dans la photo, mais dans la vidéo, on appelle ça le color grading. Ok. Et ça porte bien le nom que ça, c'est que l'idée, c'est d'apporter justement on va dire une intensité ou une intention sur les couleurs. Ouais, plutôt, ouais. Ouais, apporter une intention sur les couleurs et sur les contrastes et sur l'ambiance de l'image pour créer un univers à part entière. Ouais, c'est marrant parce que ça, tu peux le faire sur ton iPhone, enfin. Bien sûr. À moindre mesure, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai choisi mes teintes sur photos sur mon iPhone, elles sont un peu bleutées, un peu froides,
parce que ça me correspond et du coup toutes mes photos sont comme ça. C'est un truc de con, hein, mais ça me fait penser à ça. En fait, je pense que le petit exercice que chacun peut faire chez soi, je trouve qu'il peut être intéressant, c'est que quand tu regardes justement une série, je vais revenir là-dessus parce que je pense que tout le monde peut s'identifier, c'est que justement le color grading est tellement bien fait que toi t'es directement immergé dans l'univers et genre les couleurs elles te paraissent normales limite, tu vois. Ouais, Et c'est en ça. fait, derrière, si jamais tu arrives à retrouver des images de prod avant justement ce fameux color grading et que tu vois juste comment ça a été filmé à la caméra, bah en fait ça te paraît tout fadasse et en fait ça change complètement l'univers et tu te dis ah putain, bah c'est pas du tout aussi immersif, j'ai pas Ouais, c'est l'impression de ça. retrouver la vibe du truc, tu vois. Et ça je trouve que c'est hyper parlant en fait de voir ce type d'avant-après. Ouais, donc il y a un pouvoir immersif en fait sur la post-prod qui est donc plus d'émotion, plus de vente, quoi. C'est une discipline à part entière parce que finalement, effectivement, il y a le fait de bien shooter, donc que ce soit une vidéo ou une photo. Et ensuite, il y a, après, ça peut être la même personne qui fait tout, hein, mais c'est un métier à part entière. Voilà. C'est ça, mais c'est pas pour rien que sur tous les shoots de pub et notamment pour tout ce qui va être vraiment des grosses campagnes qui vont être dans le monde entier, etc. En général, tu as un photographe qui est vraiment spécialisé sur la prise de vue de ce type de produit ou de truc en particulier, et tu as un retoucheur qui est lui aussi spécialisé là-dessus. Et en général, ils bossent ensemble. Et pour la vidéo, c'est pareil. Si tu regardes sur les prods de films, t'as le mec qui s'occupe du color grading. La colorimétrie, t'as une personne. Ouais. C'est ça, la colorimétrie, t'as une personne. Voire une équipe. Et ouais. Exactement. Non, mais en fait, ça fait partie de la DA, quoi. Finalement, là où on se dit que c'est la technicité qui vient après la création, non, ça fait encore partie de la DA et de la création, quoi. Exactement. Ouais. Et en plus, ce qui est délicat avec la colorimétrie, c'est que, ça, je pense que tu pourras nous le confirmer, Mathilda, c'est que d'une photo à l'autre, ou encore une fois d'un shoot vidéo à un autre, la lumière, on va dire naturelle, les ombres et tout, diffèrent un petit peu. Donc, ça veut dire que tes paramétrages de colorimétrie, il faut que tu les réajustes. C'est pas juste dire, OK, bah, je vais avoir, on va dire, entre guillemets, telle formule de colorimétrie, je touche plus à rien. Non, après, il faut que tes curseurs, tu les réajustes à chaque fois pour que le résultat final soit le plus similaire d'une photo à l'autre ou d'un plan. Ah ouais, en fait, je pense que c'est ça le gros challenge, c'est que c'est pas entre guillemets, c'est pour ça qu'on appelle pas ça un filtre, parce qu'un filtre aujourd'hui c'est hyper réducteur, parce que c'est en mode j'appuie sur un bouton, appliquer, terminer en fait. Ouais, mais avant, il y a eu du boulot pour le créer, ce filtre-là, tu vois. Et nous, on pense à ce filtre-là. Certes, mais il y a encore une autre problématique après. Même ce filtre, on peut pas l'utiliser à part entière. Même toi, tu disais, tiens, sur ton iPhone, tu utilises un filtre. Est-ce qu'il marche de la même manière sur toutes tes photos? Et est-ce que vraiment tu peux toujours l'utiliser partout? En général, non, c'est une teinte, c'est pas un filtre. Ah oui, voilà. Mais parce que justement, en fonction de si tu dis tiens, j'ai pris une photo au flash dans un intérieur sur un produit, et puis ensuite j'ai pris une photo de nuit dehors. Ouais, t'auras pas le même rendu. C'est sûr que t'auras pas du tout le même rendu. Donc c'est encore un travail d'adaptation pour avoir la même vibe et la même cohérence entre toutes les images. Et c'est à ça aussi que ça sert la retouche, c'est à venir aussi rapporter de la cohérence dans des choses qui pourraient ne paraître pas cohérentes. Parce que dans le cadre, par exemple, d'un shooting pour une marque, bah, je viens de donner un exemple, mais peut-être que tu vas dire, bah tiens, j'ai fait un shooting de mon produit en studio pour avoir mes photos bien propres pour mon site. Peut-être que j'ai fait des photos reportage pendant un événement de ma marque. Peut-être que j'ai fait des photos, j'en sais rien, portrait, mais du coup dehors dans des conditions parce que je voulais ci ou ça. Bah en fait derrière, comment tu vas ramener la cohérence entre toutes ces photos alors qu'il n'y en a pas une qui a été prise dans les mêmes conditions avec les mêmes lumières. C'est ça. Bah c'est la retouche qui va permettre de créer ce lien. Donc en fait. cette fameuse reconnaissance de marque, on y revient toujours. Et d'ailleurs j'en profite pour dire à tout le monde que là on se lance sur YouTube, que ça y est on est dispo sur YouTube. Juste cette petite parenthèse pour vous dire d'aller vous abonner. Voilà, pour en revenir au sujet, mais merci Morgane pour cette insertion. Mathilda, j'ai une question à te poser. Est-ce que, tu vois, ce truc donc, de retouche photo, de transformation, comment toi, tes clients le voient? Parce que tu vois, on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est de la triche. Tu vois, c'est de la triche. Pourquoi, si tu es un bon photographe ou une bonne photographe, juste prendre la bonne photo? Tu vois, je pense qu'il y a, en fait, je vais reformuler ma question, c'est plus une remarque en fait. Je pense qu'il y a un peu des fausses croyances, je pense, chez les gens, de penser que c'est magique et de penser peut-être, enfin, qu'on n'a pas forcément besoin de retouche si la photo est bien, alors qu'en réalité, il y a de la retouche un peu partout. Alors, je vais juste te poser une question, alors qui est pas exactement le même exemple, mais je trouve qu'il est bien parlant aussi. C'est si jamais, imagine, tu cuisines super bien, tu fais un putain de plat de ouf qui est trop bon, et derrière, on va dire, mais Wesley, pourquoi tu t'emmerdes à faire un bon dressage en fait? C'est juste bon, ça suffit, on le sait en fait, il y a pas besoin de toutes ces fioritures. C'est vrai. Bah, à la limite, si t'es chez toi tout seul, oui, on s'en fout, mais à partir du moment où derrière, il y a un autre enjeu, parce qu'il faut plaire au client et qu'il ait une bonne expérience, etc., bah, ça va être utile. Donc ça, c'est le premier truc qui me vient. Et ensuite, le deuxième truc,
c'est que est-ce que tu sais comment ça marche un appareil argentique? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne de faire du développement argentique? Non, je pourrais pas te dire. Ok. Alors en gros, à l'époque argentique, tu prends ta photo, elle s'imprime sur ta pellicule, sur ton négatif. Et ensuite, ton négatif, comment tu le développes? Parce que c'est vrai que nous, on se dit, je vais dans la boutique photo, j'emmène mon négatif et hop, il me sort mes photos terminées. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du développement de négatif, tu mets ton négatif, c'est comme un genre de petit microscope, et en fait, tu vas venir projeter sur ton film photo ton négatif avec de la lumière. Et en fait, là, t'as des réglages à établir sur la machine, où tu vas venir choisir ton contraste, ta luminosité, la densité des noirs, la densité des blancs, la densité de telle couleur, des rouges, des verts, des bleus, etc. À quoi ça s'apparente, selon toi, quand je t'explique ça? C'est de la colorimétrie, c'est des réglages. Ouais. Eh oui. Donc en fait, même sur l'argentique, c'était une étape obligatoire en fait pour développer sa photo. Donc en fait, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des appareils qui nous sortent directement une photo brute, parce qu'à l'époque, c'était sur un négatif, donc on n'avait pas le choix. Mais en fait, du fait qu'aujourd'hui, on se dise, mon appareil photo, il m'a déjà sorti une photo que je peux voir, on se dit que cette étape de retouche, finalement, c'est mais en fait, c'est triché, c'est too much. Non, parce qu'en fait, je fais exactement la même chose. Ouais, mais je pense que c'est parce que en fait, c'est vu que tu dénatures, il y a l'action de dénaturer, t'as forcément cette vision-là, alors qu'en vrai, non. Alors qu'en vrai, rien n'est naturel, finalement. En fait, si on se pose vraiment la question, on creuse le fond du sujet, en fait, c'est quoi? T'as bossé ta lumière avant de prendre la photo, t'as bossé plein d'autres choses, la DA et tout. Voilà, c'est quoi être naturel? Et comme tu l'as dit, Mathilda, pour reprendre ton exemple du dressage, là, pour le coup, dans le cadre d'une photo pour un restaurant, t'as plein d'étapes. C'est déjà, faire un truc qui est bon et qui est beau, ensuite bien le dresser, ensuite bien préparer le setup, dont la lumière, etc. Et ensuite prendre la bonne photo, avec le bon angle et tout, et ensuite faire les bons réglages, les bons paramétrages. T'as vu le nombre d'étapes? Exactement. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, en fait, l'appareil photo, il n'a pas la même échelle de couleurs et de contrastes disponibles que notre œil, en fait, en tant qu'humain. Ouais. Et en fait, des gens qui vont se dire, moi, en fait, je vais pas faire de retouche parce que, justement, je veux une image qui est naturelle, c'est des fois en faisant pas qu'elle ne le sera pas. Ah oui. Parce que, est-ce que tu as déjà essayé de prendre une photo à contre-jour avec la fenêtre derrière à l'intérieur? C'est dégueulasse. Dégueu. Et c'est pas ce que voit mon œil. Et c'est pas ce que voit mon œil. C'est pas ce que voit ton œil. Donc en fait, t'as pas le choix de passer par cette étape de retouche pour justement retranscrire ce que voit ton œil. Et en fait, on va partir du principe que nous aussi, on a une vision en fait en 3D. Donc en fait, on voit tout en volume autour de nous. On est là, on peut bouger, tout est palpable. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'arriver en vacances devant un paysage incroyable, de prendre une photo et de te dire, ma photo, elle retranscrit pas du tout la sensation. Ah, mais tout le temps. Et c'est cette déception. Exactement. Et en fait, à quoi elle va servir la retouche? Elle va justement permettre de recréer cette émotion que tu as ressentie en le voyant pour de vrai. Et si tu fais pas cette retouche, tu vas juste dire, ma photo, elle rend pas honneur au paysage, en fait. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, je le vois un peu comme un peintre qui vient sublimer son tableau, en fait. Ouais, et c'est exactement pareil avec le son. Si je dois faire encore un parallèle, c'est qu'on va recréer. Il y a le spectre des fréquences, des fréquences les plus graves jusqu'aux plus aiguës. Il y a la compression. Enfin, je vais pas rentrer dans tous les termes techniques, mais par exemple, là, quand on enregistre un podcast, il y a ce qu'on appelle les. Enfin, tu vois, on va utiliser. Arrête de me défoncer l'oreille. C'est horrible. On va utiliser un déesseur. Un déesseur, putain, je connaissais pas, ça c'est drôle. Donc ça va atténuer les S, mais c'est vrai que quand on parle avec quelqu'un, tu vois, là les S, je pense que si t'étais à côté de moi, Morgane, vous étiez à côté de moi, ce serait normal en fait. Ça ne vous agresserait pas l'oreille autant que quand je le fais dans mon micro. Et donc, ce qui veut dire que en post-production audio, et c'était ça mon point, on va aller retirer ces choses et même ajouter d'ailleurs un peu artificiellement, par exemple, plus de grave pour ajouter plus de chaleur à la voix, un peu plus d'aigu aussi pour ajouter plus de clarté. Et tout ça, on va recréer un petit peu, on va remodeler la voix et les sons. Pour que ce soit plus naturel finalement. Pour que ce soit agréable et finalement que ça fasse plus naturel, paradoxalement.